Bonjour et bienvenue une fois de plus à l'atelier. Alors j'espère que vous êtes bien confortable, que vous avez une boisson et une bonne provision de choses à grignoter, puisque là ça va être pour les nerds. Le stand, ça sera pour une autre fois. Alors avant de vous présenter l'arme, j'aimerais juste vous mettre un peu dans le contexte historique. Alors pour ceux qui ont étudié ou qui apprécient même l'époque napoléonienne, ils savent très bien que la majorité des armées de l'époque avaient des troupes d'élite, des chasseurs à pied, armés de carabines rayées. Donc, par exemple, les Anglais avec les Rifleman Corps avec le fusil, la carabine Baker, les Prussiens, les fameux Jäger, aussi l'Empire austro-hongrois, aussi avec leurs chasseurs, leurs Jäger, même les cantons suisses avaient leurs tireurs d'élite, mais la France, par exemple, n'en avait pas. Donc il y avait les éclaireurs, bien sûr, les sauterelles, mais elles étaient armées d'un fusil, certes un peu plus court que le fusil d'infanterie, mais avec une âme lisse. Et en fait, il y avait bien sûr une carabine en service au sein de l'armée française, c'était la carabine de Versailles, mais elle était distribuée de façon assez aléatoire. Il n'y avait pas de troupes spécifiques armées de cette carabine. Et Napoléon était même catégoriquement opposé au développement de ces carabines rayées, ainsi que l'entraînement des hommes pour les utiliser effectivement. Et on peut d'ailleurs se demander si, à cette époque, avec cette guerre, on va dire, symétrique avec tout le monde qui respectait les mêmes règles, si ces chasseurs avec des armes rayées ont vraiment apporté un plus sur le champ de bataille. Cette perception, bien sûr, change à partir de 1830 pour la France parce qu'elle part à la conquête de l'Algérie. Et là, bien sûr, les Algériens ne respectent pas les mêmes règles du jeu et les colonnes françaises se trouvent sous le feu de tireurs embusqués. Donc certes, ils sont équipés de fusils à âme lisse, mais ils sont extrêmement bien entraînés et précis. Donc là, bien sûr, le bénéfice d'avoir des chasseurs à pied bien équipés et avec une arme précise devient, on va dire, une nécessité. Donc, avec ceci, je vous présente le premier fusil des chasseurs à pied, des premiers chasseurs à pied français. Il s'agit de la carabine modèle 1837. Malgré sa longueur, c'est en effet une carabine. Alors, pour retracer les origines de cette carabine, il faut faire un pas 10 ans en arrière. Nous sommes en 1827 et Henri-Gustave Delvigne vient tout juste d'inventer son principe d'arme à chambre restreinte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le système, je vous invite chaleureusement de regarder ma vidéo au sujet du pistolet de cavalerie, d'officier de cavalerie, modèle 1833, qui utilise exactement le même principe. Mais en bref, nous avons une chambre restreinte dans le bouchon de culasse qui doit contenir toute la charge de poudre. Et il y a donc un épaulement au bout de cette chambre restreinte contre lequel la balle, donc une balle ronde, vient en butée. Et le principe est donc de charger la balle, de la mater avec la baguette, qui est normalement un peu plus lourde que d'habitude. Ceci fait déformer la balle, parce qu'elle est embutée contre l'épaulement, et elle épouse donc les formes, enfin elle épouse les rayures. Et donc, il y aura une augmentation de précision. Alors, en 1828, la carabine, donc la carabine Delvigne, donc pas celle-ci, est testée en effet contre une arme réglementaire à canon lisse et ça montre clairement qu'il y a une précision supérieure, mais seulement à courte distance. Et par contre, la portée et la puissance est inférieure. Ceci parce que, bien sûr, la charge est limitée par les dimensions de la chambre de poudre, la chambre restreinte. Donc on ne peut pas charger plus, sinon la balle ne sera pas embutée contre l'épaulement et on n'aura pas l'épousement, la prise des rayures. Et donc ceci, elle est moins puissante et la portée est moindre, justement par cette limitation de la dimension des chambres. Sinon, il faudrait un bouchon de culasse qui irait jusqu'ici, par exemple. Alors, concernant la précision, comme j'ai dit, à courte distance, tout à fait adéquate, mais en fait, le problème était que c'était impossible de régulariser la déformation de la balle.
on ne peut pas garantir que l'expansion et la prise des rayures seraient la même coup par coup. Et ceci parce que il y a bien sûr du jeu entre la tête de la baguette et le canon, donc ce ne sera pas centré à chaque fois. Ceci voulait dire que à chaque fois, la balle serait déformée différemment, ce qui entraînerait aussi un déplacement du centre de gravité de la balle, ce qui entraîne bien sûr ensuite un manque de précision. Alors, malgré ces résultats peut-être un peu décevants, le développement du système continue et entre 1831 et 1833, le colonel marquis Dupont de Pontcharrat, alors directeur de la manufacture de Maubeuge et plus tard de Châtellerault, lorsque Maubeuge fut absorbé, se penche sur le problème et propose tout simplement, enfin, on dit ça maintenant, mais je pense que ce n'était pas évident à l'époque, de placer un sabot de bois donc, sur l'épaulement, donc entre la chambre et la balle. Donc ce sabot a un évidement qui épouse la forme de la bille, et comme ça, elle se trouve bien centrée dans l'âme du canon, et, je ne vais pas dire garantie, mais augmente la régularité de la dilatation et donc de la prise des rayures. Alors, nous sommes maintenant en 1833 et le ministre de guerre a subitement besoin d'une nouvelle carabine rayée à dotation militaire, sans doute précipitée par les événements en Algérie. Quoi qu'il en soit, les manufactures de Châtellerault, de Moutzik et de Maubeuge se penchent sur le problème et proposent divers modèles, tous en utilisant le principe d'Elvin, donc avec la chambre restreinte. Et sans trop de surprise, ce sera la carabine proposée par Dupont de Pontcharrat de la manufacture de Maubeuge qui sera sélectionnée et agréée en 1837. Alors, cette carabine est tout de suite baptisée carabine à Pontcharrat par les médias, bien qu'en fait ce soit Delvigne qui a contribué le plus. Il s'est même plaint publiquement, mais malheureusement ses contributions, il faut tout de suite balayer. Heureusement, il revient à la charge et on a donc plus tard, bien sûr, les revolvers Chemelot Delvigne. On va s'arrêter là pour l'instant. Voyons cette arme de plus près. Donc commençons avec la crosse. Donc ici, nous avons un joli macaron marqué MR pour Manufacture Royale. Pourquoi? Parce que nous sommes bien sûr dans la période de la monarchie de Juillet. Alors, le fût est en noyer, s'il vous plaît. Donc, modèle de luxe pour les chasseurs. Les garnitures ici sont en laiton. Donc, en fait, ce sont les mêmes que l'on retrouve sur les fusils de dragon. Et ensuite, nous avons la platine dite à Pontcharrat. Donc là, c'est vraiment Dupont de Pontcharrat qui a inventé cette forme de platine. Et en fait, cette carabine est la première arme d'épaule à percussion pour l'armée française. Donc voici l'intérieur de la platine à Pontcharrat. Donc comme vous voyez, c'est assez compact. Et nous avons qu'un seul ressort pour toutes les fonctions. Alors regardons cette culasse d'Elvin d'un peu plus près, de l'extérieur en tout cas. Notez ici la jonction entre le canon propre et le bouchon de culasse. Donc l'épaulement doit se trouver à peu près ici. Alors ensuite nous avons la cheminée qui est entourée de ce curieux rempart qu'on appelle conducteur. C'est sa forme plus ou moins circulaire. Et nous avons une planche de hausse. Donc ici avec un trou et un cran pour 200 mètres et un cran supérieur pour 250 mètres. Là on voit qu'il s'agit de la carabine numéro 80, donc l'une des premières, et aussi elle est datée millésimée 1837. Alors à quoi sert ce curieux conducteur ici? En fait, il s'agit d'un vestige d'une idée qui a été rapidement abandonnée, à ce que je sache, et c'était d'adopter une cartouche selon le principe Brunel. Alors le principe, c'était d'avoir une cartouche en papier avec une amorce directement insérée dans le sabot. Donc l'idée, ça serait que lors du chargement, le soldat prenait sa cartouche, appuyait la base contre la cheminée et la capsule reste prête au tir. Donc ensuite, on faisait le chargement de manière classique. C'est-à-dire ici, nous avons le sabot, ensuite la balle et la charge de poudre. Donc ici, c'est juste de la semoule que j'ai insérée. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de croquis ou d'instructions concrètes pour la construction de la cartouche. Donc là,
dès que je trouve quoi que ce soit, je pourrais mettre ça à l'essai. Mais en fait, si on y pense, le concept n'est pas si bête que ça, puisque en fait, c'est très similaire au mouvement de chargement pour une arme à silex. Donc on alimente d'abord le bassinet et ensuite on charge. Donc là, ce serait à peu près le même mouvement. On alimente la capsule sur la cheminée et ensuite on charge. Malheureusement, de ce que j'ai lu, il y avait des problèmes au niveau de la fragilité de la cartouche. Apparemment, il y avait beaucoup de déchirures, surtout sous le stress. J'imagine que si on met un peu de force sur le côté ou ainsi de suite, on peut déchirer la cartouche et ensuite on perd la cartouche, on perd la charge. Et aussi, c'était très compliqué pour la fabrication. Alors, bien que ce concept fut relativement rapidement abandonné, ils ont conservé donc ce guide. J'ai lu dans beaucoup d'ouvrages qui disent que c'est pour guider la capsule lorsqu'on la met avec le doigt, mais en fait, pas du tout. C'est plutôt le contraire. Il faut passer par devant pour le faire, donc c'est pas vraiment pratique. C'est simplement un vestige de cette cartouche Brunel. Alors, bien que le concept fut abandonné en France, l'idée est en fait reprise plus tard par les Autrichiens pour les armes à platine Augustin, où il y a un tube de fulminant attaché au corps de la cartouche. Merci à Balázs pour The Cap and Ball pour ces belles photos. Et ensuite, on le retrouve sur les cartouches du Podewils Lidner autrichien. Donc là, c'est une arme à percussion à chargement par culasse, où il y a donc une capsule dans le culot de la cartouche en papier. Et pareil, il faut simplement appuyer sur la cheminée, retirer la cartouche et la charger par la culasse. Donc là, on peut observer qu'ils en ont profité de mettre le cran de mire pour 150 mètres directement dans le conducteur ici. Alors concernant le canon, donc la chambre de poudre elle-même doit contenir une charge de 4 grammes maximum. Ensuite, le canon lui-même est rayé de 6 rayures rondes avec un pas extrêmement lent de juste un peu plus de 6 mètres. Le calibre est de 17 mm et utilise une balle de 16,3 mm. Alors vous notez ici, la tête de la baguette est extrêmement large et lourde. Donc ceci justement c'est pour mater la balle. Normalement ça devait être fait dans un maximum 2 coups. On note aussi ici qu'il y a un tenon de baïonnette. Alors, la baïonnette pour ce modèle est aussi très particulière, car comme vous voyez, il s'agit d'une baïonnette sabre. Donc celle-ci pouvait être montée sur la carabine, mais aussi sur un manche. Donc l'idée était de pouvoir supprimer le lourd glaive du modèle 1831. Donc c'est un glaive du style romain et qui pèse autour de 1,5 kg. Donc si il pouvait supprimer, ça aurait été super. Malheureusement, comme beaucoup de ces outils supposés polyvalents, c'était une lame médiocre dans les 2 rôles et le concept fut uniquement appliqué à cette carabine. Alors maintenant que nous avons vu la carabine de plus près, qu'en est-il de ces fameux chasseurs à pied? Alors, on sait que la carabine elle-même est créée à partir de 1833, mais pour les troupes destinées à l'utiliser, il faut attendre l'ordonnance royale du 14 novembre 1838 pour la création à titre d'essai de ces chasseurs à pied, qui seraient normalement des soldats qui faisaient preuve d'une adresse exceptionnelle. Et leur commandant serait le duc d'Orléans. Ensuite, à peu près une année après, il y a un décret du 16 septembre 1839 qui concrétise la formation du premier bataillon des chasseurs à pied, qui sera baptisé premièrement les chasseurs d'Orléans, dû à leur commandant, et aussi chasseurs de Vincennes, à cause de leur casernement. Alors, si vous cherchez plus d'informations sur les chasseurs à pied de cette époque, il faut chercher parfois chasseurs d'Orléans ou chasseurs de Vincennes. Alors, nos chasseurs à pied avec leur bel uniforme font rapidement leurs preuves lors de la campagne en Algérie, puis ailleurs en Afrique du Nord. Mais par contre, cette carabine est assez mal perçue. Alors certes, elle est précise, mais il y a 3 problèmes. Premièrement, il y a ce manque de portée et de puissance. On est limité par ces 4 grammes de poudre, c'est vraiment très faible pour une charge réglementaire. Deuxièmement, il était constaté que parfois la balle sautait les rayures, ce qui apparemment produisait un méchant recul. Et troisièmement, ce sabot
essentiels pour la précision avaient malheureusement tendance de se fendre lors du chargement, avec comme résultat vos camarades seraient copieusement arrosés d'éclats brûlants lors du tir. Alors ça veut dire que cette carabine fut relativement rapidement remplacée, premièrement par le fusil de rempart 1838, pas de façon universelle, seulement quelques pièces par bataillon. Et ensuite nous avons toute une famille de carabines de chasseurs dédiées, dont le dernier sera la carabine modèle 1859, qui sera la dernière arme à percussion construite neuve de l'armée française. Donc celle-là, peut-être que je ferai un épisode un autre jour. Donc on passe du système Delvigne avec une balle sphérique au système minier ici, en passant bien sûr par le système Touvenin à tige. Donc les régiments de chasseurs à pied ont vraiment bénéficié de toutes les évolutions de projectiles pour les armes à percussion. Alors nous voici à la fin de cet épisode dédié à cette carabine vraiment qu'on ne voit pas souvent. Il y en a à peu près 2500 de produits. Il y aura un autre épisode dédié au tir, puisque en fait je n'ai pas fini mes recherches et je voudrais vraiment établir clairement la composition de la munition avant de me lancer. Donc une fois que j'aurai toutes ces informations complémentaires, ou si vous en avez, mettez-les dans les commentaires, des liens, tout ce qui peut m'aider, et dès que j'aurai ça, j'irai au tir. Alors, il me reste tout simplement de vous remercier, et puis merci de tout votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix, et puis à très bientôt.